Bon, eh bien, nous allons donc reprendre sur la transformation numérique toujours, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui pour les entreprises. Eh bien, quel rôle pour les sociétés de services? Eh bien, comme celle de 3LI. Ce que je propose, c'est que nous entendions la grille de lecture de Patrick Thieffin. Bonjour Patrick, vous êtes président fondateur de 3LI. Voilà, pour sur une vingtaine de minutes, nous donner un peu votre sentiment. Là aussi, c'est ce que je disais, votre grille de lecture. Et puis, vous aurez l'occasion de lui poser des questions, évidemment, si vous le souhaitez, ou moi-même, à la fin de son intervention. Voilà, je vous passe la parole, Patrick. Merci, Alain. Quand je parle comme ça, ouais, c'est bon. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que nous passions ce moment ensemble pour partager le passage, on va dire, dans la transformation numérique de 3LI, avec le parcours sur l'ensemble des risques que ça représentait, des erreurs que l'on a pu faire, des choix, du planning, démarrer au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Pourquoi? C'est quoi les risques? Sachant que nous sommes une société dans l'IT, donc normalement on doit tout savoir. Je pense que, sans être à la conclusion, mais au moins c'est dans notre ADN, mais surtout être humble dans cette transformation. Agile, ça c'est surtout le maître mot, et Pierre en a déjà parlé un peu ce matin, et je pense qu'on va vraiment y revenir. Effectivement, je vous disais donc 3LI dans l'IT, donc nous sommes une SS2I et éditeur de solutions depuis maintenant bon nombre d'années, un peu plus d'une quinzaine d'années, spécialisé dans le monde de ZRP et du CRM, spécialement exclusivement centré sur les technologies Microsoft Dynamics, NAV et AX, sur des métiers qui s'adressent à la PME, PMI et entreprises de taille intermédiaire, dans les différents domaines, on va dire un peu horizontaux, de négoce, de fabrication ou de service, mais également dans des domaines beaucoup plus spécialisés comme la partie fashion retail ou des coopératives céréalières ou négociants, les fabricants de menuiseries industrielles également par exemple, ou encore du monde des travaux publics comme des loueurs de machines ou machinisme agricole. Ceci dans un contexte national et international, donc cette transformation numérique qui est liée évidemment à celle de nos clients et dans des organisations très variées comme vous pouvez l'imaginer. Alors, notre transformation numérique, c'est faire face d'abord à un changement. Faire face à un changement, pour le coup, ça obéit à des règles, à des cycles, pour tout type de changement, que ce soit aussi bien pour changer son business model que pour arrêter de fumer. 3LI n'a pas échappé à ces cycles, dont le premier est le déni, de remettre à demain, d'attendre, parce que changer, ça fait peur. Alors ça remonte à peu près 2010-2011 pour nous, où on s'est posé évidemment beaucoup de questions. Comme je vous le disais, nous sommes partenaires Microsoft et exclusivement sur les technologies Microsoft, donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais il y a au moins un avantage, c'est que Microsoft nous martèle depuis longtemps. On a vu tout ce qui se passait autour de nous, donc le numérique évidemment, il était là. Maintenant, pourquoi changer son modèle, son business model tout de suite, alors qu'il n'y a pas forcément de menaces qui sont là? Tout se passe bien, ça fait un paquet d'années que l'on a mis toute son énergie pour que ça fonctionne correctement. Donc évidemment, on est très réticent, quoi, alors on est d'autant plus réticent en 2011 que 3LI a aussi entamé une évolution, un grand virage stratégique pour passer dans le monde de l'édition.
et se spécialiser sur un certain nombre de métiers, à la fois avec des investissements d'ailleurs très importants, pour développer des solutions, comme je le disais tout à l'heure, dans le monde, soit du fashion retail, ou des céréaliers, ou de la menuiserie industrielle. Et du coup, aller embarquer plusieurs transformations en même temps, c'était aussi délicat et risqué. Ceci étant, ce virage stratégique était fondamental, et il l'est toujours, et heureusement que nous l'avons opéré, parce que d'avoir effectivement des équipes déjà très spécialisées dans les parties métiers, on s'éloignait de la partie technique. Hein. On ne la supprime pas, hein, mais on s'en éloigne un peu, et surtout on adopte des compétences métiers pour pouvoir conseiller, pour pouvoir aider, accompagner nos clients dans leur process métier. Donc ça, c'est un élément important. Alors, je parlais de l'inertie, mais à un moment donné, et en 2012, ben là, il y avait des signaux quand même qu'on ne pouvait plus ignorer, quoi, hein. Donc, nous avons effectivement décidé de dire là, attention, il y a peut-être des menaces que l'on ne voit pas, mais il va falloir peut-être que l'on démarre. Et puis on savait bien que ça n'allait pas se faire du jour au lendemain. Donc comment avons-nous opéré? Quelle est la démarche que nous avons adoptée? Alors d'abord, on est dans l'IT, certes. On savait que c'était autre chose que de l'IT qui allait concerner la transformation numérique. Donc on s'est fait accompagner. Il y a eu Pierre, avec son équipe de Vasco, qui a une expérience importante maintenant depuis pas mal d'années dans le monde du numérique, qui plus est dans l'écosystème dans lequel nous sommes, Microsoft, dans le monde des ERP. Donc on s'est fait d'abord accompagner, c'était un élément qui était important, et ensuite on s'est posé des questions assez simples, hein, parce qu'il faut être très pragmatique, je pense, et nous le sommes. Hein. On s'adresse, je le disais, à de la PME-PMI et de l'entreprise de taille intermédiaire. C'est quoi la transformation numérique pour une société comme la nôtre? Eh bien, d'abord, c'est quoi notre raison d'être? Un peu comme tout le monde, mais ce sont nos clients, quoi, hein. Évidemment, ce sont nos clients qui nous font vivre. Donc, ce qui nous a intéressés, c'est de se dire qu'on allait voir quel était l'impact de la transformation numérique pour nos clients, de façon à savoir ce que nous aurions à faire, quoi. Donc ça, c'est notre démarche. Autre élément également, c'est que nous sommes dans un contexte, comme je le disais, national et international. Donc un certain nombre de personnes chez 3Eli, depuis bon nombre d'années, font le tour du monde. Il y en a qui sont très heureux, c'est clair, de façon à pouvoir constituer un réseau de partenaires au niveau international, de façon à pouvoir aider nos clients qui ont besoin de déployer leur système dans différents pays. Et l'élément important pour nous aussi, c'était de pouvoir comparer, de pouvoir aller voir l'expérience qui avait pu être vécue à travers un certain nombre de partenaires dans des pays différents, avec des cultures différentes, avec évidemment des avancées qui sont différentes quand on est aux États-Unis ou en Europe, quand on est en Allemagne ou en Espagne, quoi, hein. Mais c'est un élément qui est très important. 3Eli a toujours travaillé de cette manière. Ensuite, un certain nombre d'hypothèses de départ, il en faut. On n'allait pas partir d'une page blanche. Alors, une des hypothèses, c'est d'abord de dire, oh là, c'est une révolution, on nous fait peur d'ailleurs, hein, tellement c'est une révolution. Donc, on va mettre de côté, surtout, tout ce que l'on sait faire jusqu'à maintenant. On va enlever les limites. Il n'y a pas de limite, puisqu'on doit aller dans des domaines qui ne sont pas celles sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous avons pu avancer de cette manière-là, en se disant également, comme je disais tout à l'heure, agilité, être humble, donc être capable de se tromper, d'accepter de se tromper, on ne détient pas la vérité, dès le départ, et de se remettre en cause régulièrement. Alors, avec notre bonne connaissance de l'IT, du numérique, on s'est dit, bon, on est en 2012, hein, soyez indulgents,
Bon, ce n'est pas tous les secteurs de nos clients qui vont être impactés, quoi, hein. Le B2C, ouais, bien sûr, la fidélité, le click and collect, on en parlait beaucoup, on en parle toujours de plus en plus. Et donc on s'est dit, là, c'est le B2C, c'est normal, c'est les consommateurs, avec le profil et le parcours du consommateur qui change, c'est évident. Donc voilà, on va voir certainement plus la partie retail et fashion. Au niveau des applications, oui, on va évidemment arriver sur le fait qu'il va falloir maîtriser d'autres technologies et d'autres applications aujourd'hui que celles que l'on pouvait avoir depuis un certain nombre d'années dans le monde des process de l'ERP et de la relation client. Et puis, au niveau des services attendus par nos clients, bah, évidemment, l'expertise toujours technique de plus en plus forte, hein, c'est clair, et puis être capable d'accompagner nos clients dans le changement comme on le fait depuis fort longtemps. Alors, nous avons avancé en allant discuter, comme je vous le disais, c'est notre démarche hein, avec nos clients pour comprendre ce qu'allait être la transformation numérique pour eux. Et puis en fait, donc, dans la transformation de leur business model, on s'est aperçu que là on avait faux, parce que ce n'est pas uniquement le business model de ceux qui sont dans le B2C, mais tout le monde est concerné. Alors tout le monde est concerné, comme disait Pierre tout à l'heure, soit par la transformation complète du business model, partielle, ou de manière horizontale sur un certain nombre d'éléments dans l'organisation de l'entreprise, mais tout le monde est concerné. Sur la partie des applications, on avait partiellement faux. Évidemment, nous devons avoir des capacités sur l'ensemble des solutions, des produits qui vont être nécessaires pour pouvoir accompagner nos clients PME, PMI dans l'évolution de leur business model lié à la transformation numérique. Mais pas sous forme de segmentation. Ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement, comme disait aussi Alain Croisier ce matin, c'est de pouvoir avoir des briques de chacun et d'avoir une intégration complète de l'ensemble de ces technologies. Sur la partie des services attendus de nos clients, oui, évidemment, l'expertise très forte et de plus en plus forte sur les produits, normal. Sur l'accompagnement, comme on le fait depuis longtemps, oui, bien sûr. Mais également sur l'accompagnement des réflexions, sur l'accompagnement de la mise en œuvre des process et des organisations. Et ça, c'est un élément très important. Également, d'autres remontées, parfois un petit peu surprenantes. Tout d'abord, sur la prise de conscience de nos clients. C'est vrai qu'on a des rapports qui nous disent que la PME-PMI n'est pas forcément, en France surtout, en avance sur cette prise de conscience. Eh bien, 80% de nos clients ont la bonne conscience pour pouvoir se dire qu'il y a des transformations et qu'il va falloir faire quelque chose dans la partie numérique. Autre élément, nos clients nous ont reproché au monde IT, hein, d'avoir une communication sur la transformation numérique qui est très axée IT, produit, hein, le cloud, le big data, etc. Mais pas sur les enjeux business, quoi. Pardon. Sur les services attendus, hop, pardon, j'ai fait une fausse manip, excusez-moi, et voilà, ça revient. Dernier élément, très important, l'enjeu humain. L'enjeu humain, comment anticiper, comment justement lutter contre cette résistance au changement, pouvoir accompagner nos collaborateurs dans cette évolution,
comment prendre en main ces nouvelles façons de recruter et aller chercher ces profils différents. Élément également important qui nous a été remonté. Alors, le résultat de l'ensemble de cette démarche nous a permis de recenser 25 enjeux. On ne va pas les détailler tous là aujourd'hui. Nous les avons répartis dans 6 catégories. Catégorie de modification effectivement du business model, nous en avons parlé. Je vais en illustrer une sur l'intégration, par exemple, des possibilités de la transformation numérique dans nos valeurs, dans les valeurs de nos clients. Élément effectivement important, chacun évidemment a des contextes et des évolutions différentes, mais aujourd'hui le numérique, si on prend les objets connectés en dehors de la montre ou le frigo, il y a des clients pour lesquels évidemment l'objet connecté va permettre peut-être de ne plus être obligé de vendre simplement l'ensemble de leurs produits, mais peut-être de pouvoir justement le vendre à la consommation. Alors évidemment, on va dire, mais pourquoi j'irais vendre à la consommation? Parce que je vais peut-être gagner moins. Mais l'enjeu est là, si nous on ne le fait pas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver pour pouvoir le faire, comme on a toujours payé notre photocopieur à la consommation du nombre de papiers. Au niveau marketing et vente, bah oui, alors là, pour le coup, également beaucoup d'éléments différents liés à la transformation numérique. Je prendrai l'extension de la cible et la meilleure connaissance de notre cible. Bon, les intervenants de ce matin et Pierre également en ont bien parlé, hein, la distance n'est plus un problème, donc on peut étendre complètement notre cible. Si on a des chaînes de valeur qui sont différentes, on va étendre également cette cible. La menace également, c'est qu'effectivement, du coup, on a plus de confrères concurrents qui peuvent venir nous challenger. La connaissance de la cible, alors ça c'est redoutable aujourd'hui et de plus en plus, hein, on a des outils, des moteurs absolument extraordinaires aujourd'hui qui nous permettent de connaître parfaitement nos cibles, aussi bien sur le plan financier, qu'il y ait des évolutions stratégiques, de la croissance externe, etc., d'aller voir même les profils des salariés pour avoir une idée un peu de l'état d'esprit de l'entreprise. Donc on a des capacités aujourd'hui, évidemment, que nous n'avions pas hier. Dans le domaine des opérations, je prendrai la suppression des intermédiaires qui fait peur, et bon, ça a été évidemment la raison d'être des Google, des Amazon, etc. Et c'est vrai qu'on a raison d'avoir peur, parce qu'il y a cela, mais on a raison aussi de se réjouir, ça crée aussi des opportunités. Nous avons des clients dans le monde de la menuiserie industrielle, par exemple, qui créent des enseignes, qui ont des réseaux de distributeurs, pour certains multimarques et des monomarques, et qui justement vont transformer pour certains leur réseau en ayant des gens exclusifs, de façon à pouvoir ensemble créer une chaîne de valeur gagnant-gagnant, de pouvoir atteindre le client final avec l'ensemble des capacités et des outils numériques. Et là, cette augmentation évidemment d'activité va aussi intéresser le distributeur. 3 autres catégories. Les ressources humaines, on en a beaucoup parlé, et effectivement, on le disait tout à l'heure, nos organisations changent, les organisations de nos clients vont changer parce qu'on n'est plus de 1 à 1 ou de 1 à N, mais de N à N, comme tu disais Pierre, et du coup, le travail collaboratif, oui, l'organisation de travail collaboratif, ça va changer beaucoup de choses dans les organisations et au niveau des ressources. Aujourd'hui,
être capable de pouvoir recruter, on a des outils qui sont complètement différents et une capacité d'aller chercher des profils où, quand on reçoit le candidat aujourd'hui, avec tous les moteurs numériques que nous avons, ben, on en connaît beaucoup plus sur lui que parfois lui-même. Hein. Donc ça, c'est un avantage assez intéressant. Ceci étant, lui aussi connaît beaucoup de choses sur nous quand il arrive. Au niveau de l'organisation, c'était là où je voulais effectivement dire que l'organisation hiérarchique qui va donner place à l'organisation collaborative, ça c'est pas simple et dans beaucoup d'entreprises, on a des habitudes depuis tellement longtemps de travail qu'il va falloir remettre en cause. Dans ces organisations, des managers qui détiennent des informations que leur équipe ne détienne pas et qui donnent un certain pouvoir qui va disparaître puisque c'est du partage d'informations. Donc là, il y a des vrais enjeux, effectivement, au-delà de la partie technique, également organisationnelle. Et puis pour finir, sur la partie technique, bon, évidemment, il faut toujours avoir l'intégration des outils et là, on est bien là pour cela. Mais au-delà uniquement de l'intégration des outils, l'accompagnement également, comme on le disait tout à l'heure, sur l'ensemble des process et l'intégration centrée sur les enjeux métiers, et pas uniquement de la partie technique. Je me suis trompé de bouton. Hop. Voilà. Ce que veulent nos clients, c'est de disposer, dans ce qu'on va leur apporter, d'abord d'informations claires, objectives, très concrètes pour pouvoir prendre des décisions. Enlever un peu le brouillard aussi qu'il peut y avoir pour beaucoup dans le domaine du monde du numérique. Ce qu'ils veulent également, c'est, Alain Crozier le disait aussi, d'avoir un interlocuteur qui maîtrise la totalité, hein, la technologie bien sûr, mais la partie organisationnelle également, chez eux, de façon à pouvoir les accompagner, de pouvoir partager à la fois les enjeux et les résultats et pas simplement une mise à disposition de moyens. Et puis, pouvoir partager avec d'autres pour disposer de retours d'expérience. Je vous fais juste apparaître là une étude commandée par le ministère de l'économie tout récemment, qui classe le comportement des entreprises françaises dans ces 4 catégories. Alors, on aurait pu choisir des noms un peu plus différents, mais c'est bon, voilà, c'est comme ça. Pardon? Vous avez adoré? Bah écoutez, parfait. On va commencer par les beginners alors. Hein. Allez, on va un peu accélérer si vous voulez bien, Patrick, parce que pour qu'on ait des questions de la salle. C'est dommage parce que je commençais à créer un lien là et vous cassez tout. Là. Mais si vous pouvez accélérer un peu. Et donc les fashionistas, on ne va pas tout détailler, alors, mais voilà, qu'est-ce que vous retenez? Juste un élément très important parce qu'après j'ai presque terminé. Oui. Les beginners, donc la majorité, donc là on est dans des PME, PMI qui sont prêts, effectivement, qui ont conscience de la transformation numérique qui est là et qui attendent le moment pour pouvoir bouger. Alors, cette majorité d'entreprises vont pouvoir aller ensuite dans des directions différentes. Alors, dans les fashionistas, où là, c'est des sociétés qui sont équipées en technologie. Alors là, on s'équipe, on y va. En revanche, pas du tout d'enjeux business et pas d'organisation qui y sont liées. Les conservatives, où là, ce sont des structures qui sont bien outillés, qui ont une très bonne organisation, mais qui ont décidé de ne pas aller dans le numérique. Et puis, les digirati, j'ai bien dit, où là, pour le coup, c'est une vraie opportunité. C'est-à-dire que là, au plus haut de la direction, toute l'organisation, c'est un état d'esprit. Donc, on a les bons outils, on a la bonne organisation et toute la transformation pour pouvoir profiter au maximum de la transformation numérique. Eh bien, ces catégories, si on regarde, toujours par le ministère de l'économie, qui ont demandé à Capgemini et à MIT de regarder sous 3 critères, hein, la création de revenus,
la profitabilité et la valorisation de l'entreprise. Comment on classait l'ensemble de nos catégories? Alors nos beginners et les autres sont classés de cette manière-là. On s'aperçoit simplement, pour être rapide, que quand on regarde l'axe du numérique, bah, ça fait croître les revenus, c'est clair. Le bon management, la bonne organisation, bah, pas de surprise, on arrive effectivement de ce fait à avoir une rentabilité là, qui est intéressante. Mais en revanche, celui qui a gagné le tiercé dans l'ordre, c'est le Digirati, qui lui, pour le coup, profite non seulement de l'augmentation des revenus, de la profitabilité, mais une valorisation de société qui est en très grande croissance. Bon, les conservateurs ne sont pas mauvais non plus, mais ils n'ont pas les trois trois gains, voilà. Mais oui, tout à fait. Par contre, ils n'ont pas la croissance. Exactement. Mais vous disiez qu'ils étaient déjà bien organisés. Ils sont déjà bien organisés, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Alors évidemment, notre vocation va être de prendre un maximum de sociétés, toutes celles qui le veulent, pour pouvoir les accompagner des beginners vers le Digirati. Nous sommes là pour ça. Juste deux petits exemples rapides pour montrer que la technologie, c'est important, c'est indispensable, mais seul, on n'avance pas. Il faut effectivement la partie organisationnelle qui va bien. Exemple tout simple, la mobilité, le télétravail, oui. Il faut de la technologie, il faut du matériel, du téléphone, de la tablette, les nouvelles surfaces par exemple. Il faut des logiciels, et il faut avoir accès à un certain nombre, le portail, les réseaux sociaux d'entreprise, etc. Mais il faut aussi de l'organisation, il faut animer ces gens qui sont à distance, il faut les organiser, il faut les piloter. Et puis le plan juridique également, il y a un cadre à fixer pour avoir l'efficacité. Deuxième exemple sur la partie commerce, l'augmentation de la productivité commerciale, de la performance commerciale, on va dire, via en très grande partie au marketing, pour la transformation numérique. Aujourd'hui, avec le numérique, on a des capacités, comme je le disais tout à l'heure, au niveau marketing, de pouvoir connaître parfaitement sa cible. Donc le commercial aujourd'hui, quand il rencontre un client, il a déjà, lui, beaucoup d'informations sur le client, et le client également connaît déjà au moins 80% de tout ce qu'il doit savoir sur la société, sur ses produits, sur ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est vraiment une transformation complète, mais je crois qu'on en reparlera encore un peu plus tard, du métier du commerce. Ensuite, pour terminer, j'en ai juste une après. On a eu un certain nombre d'écueils. Et puis, on a trouvé des solutions. Alors, on a parlé de l'accompagnement, je ne vais pas y revenir avec Pierre, et c'est un élément très important de pouvoir être accompagné de bout en bout, comme on le disait tout à l'heure, pour partager les vrais enjeux, les vrais challenges, et regarder les résultats ensemble, ensuite, dans notre chaîne de valeur. Plusieurs dimensions qui peuvent et qui doivent être coordonnées, pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins de nos clients dans le cadre de cette transformation numérique. C'est de savoir, alors c'est dans l'ADN de 3LI, mais c'est de savoir collaborer aussi avec d'autres structures qui partagent les mêmes références de qualité, de service et de sérieux, pour pouvoir rapidement être capable d'offrir un certain nombre de services pour lesquels nous n'avons pas forcément les compétences aujourd'hui. C'est pouvoir, nous aussi, faire évoluer nos ressources au niveau de la formation et de la connaissance. C'est accélérer les croissances externes. Et puis, c'est également, dans le cadre du recrutement, d'avoir maintenant des critères et des profils de recrutement. Par exemple, notre directeur des opérations qui est arrivé chez nous il y a 2 années a un parcours dans le monde du conseil. Pour terminer, l'ensemble de ces 2-3 années de parcours et de travail, nos clients l'ont validé,
c'est important pour nous. Ils nous ont fait un certain nombre de suggestions, d'améliorations, et donc ce que l'on veut, c'est poursuivre cette démarche, d'abord parce qu'on est sous une avalanche d'évolution de la partie des outils numériques, et d'autre part, les besoins clients, du coup, évoluent également. Donc, poursuite de cette démarche dans le temps. Voilà, Arnaud, j'en ai fini. Eh bien, voilà, mon cher Patrick. Alors, avant de passer la parole à la salle, moi, quand je me suis un peu penché sur votre présentation que vous m'avez envoyée, j'ai un peu travaillé et creusé un peu sur l'écosystème de vos entreprises, la vôtre et puis d'autres. Et puis, je me suis posé la question du financement de la transformation numérique pour une société de services comme la vôtre, que ce soit pour les produits, pour les équipes et les organisations. Comment vous faites sur le financement ? C'est effectivement une très bonne question qui n'a pas été abordée, parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais il faut pouvoir payer, oui, tout ça, parce que c'est un coût. Hein. Ça coûte cher. Et c'est un coût très important, oui, tout à fait. Oui. Bah, ça dépend après ce que l'on fait et quelles sont les modifications, évidemment, que l'on apporte. Alors, pour 3Eli, il y a eu au départ, il y a quelques années, de l'autofinancement, et ensuite, effectivement, nous sommes passés à une autre étape de levée de fonds d'investisseurs, et puis un accompagnement très fort par la BPI, qui a su nous accompagner maintenant depuis pas mal d'années. Et je pense qu'ils pourront... Oui, qu'ils seront là, ils vous en parleront cet après-midi à travers la présentation de M. Finet sur ce qu'il propose aux sociétés qui sont donc en voie de transformation, y compris celles qui sont le plus à même d'accompagner dans la transformation des sociétés comme les vôtres. Alors justement, outre vos activités de services intégrateurs-éditeurs, avec la transition ou la transformation numérique, vous avez l'intention d'être plus dans le conseil et l'accompagnement. C'est-à-dire que vous allez avoir en gros ces deux casquettes et vous allez essayer de maintenir cette répartition, c'est ça ? Oui, c'est ce qui ressort, qui est un peu évident, hein, mais comme vous dites, deux casquettes, oui, en fait c'est une casquette, c'est-à-dire que c'est pas qu'on va faire du conseil, mais on va pas faire que du conseil. Ouais. L'idée, c'est effectivement de pouvoir, dans les PME, PMI, c'est pas les entreprises du CAC 40, où ils peuvent effectivement faire face à des multiples fournisseurs, c'est d'être capable, avec eux, de bien comprendre, de bien mesurer les enjeux de cette évolution et de cette transformation numérique pour eux, de pouvoir les comprendre, de pouvoir intégrer l'ensemble des outils qui vont bien et l'évolution des process qui y sont liés également, et puis de partager justement le résultat, quoi, et pas simplement une mise à disposition de moyens. Alors, je réfléchissais, le fait d'être partenaire avec Microsoft dans cette transformation vers l'accompagnement, etc., quels sont les avantages d'être avec eux, et puis aussi, alors, comme Alain Crozet est parti, je peux peut-être le dire, les inconvénients, quelque part, d'être dans leur écosystème. Alors, on peut commencer par les inconvénients. D'ailleurs, en 2011, ça nous avait trotté, c'est-à-dire que les évolutions informatiques que nous proposent les grands faiseurs, on en a l'habitude. Hein, le seul problème, c'est que parfois, ils partent dans une direction et puis ça s'arrête et on repart sur une autre, quoi, hein. Donc, effectivement, il faut savoir prendre le recul et pouvoir un peu analyser. En revanche, c'est une force extraordinaire d'être un partenaire avec Microsoft, parce que les réflexions justement sur la transformation numérique, même si on se pose des questions à un moment donné, rapidement, on est rattrapé par l'éditeur, parce qu'en permanence, il nous le rappelle, et puis il nous donne cette vue au niveau international de l'évolution justement de l'IT. Donc ça, c'est un élément vraiment très important. Et irremplaçable alors. Allez, est-ce que vous avez des questions à poser à Patrick sur donc c'était intéressant comment eux ils se sont adaptés en quelque sorte pour mieux répondre aux attentes en transformation des clients. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ou pas? Vous avez l'impression que c'est à peu près clair? Non, c'est à peu près clair? Si on devait conclure, Patrick, le mot de la fin? Quel serait-il? On va vous retrouver cet après-midi sur notamment ce que vous proposez concrètement à vos clients en termes de solutions. Mais si on devait un peu devancer l'appel. Écoutez, je le disais tout à l'heure, nous sommes prêts maintenant pour pouvoir accompagner nos clients et nos futurs clients PME, PMI, qui sont les beginners, pour essayer de les emmener dans le digiratif. Eh bien, merci à vous. Ce que je vous propose, c'est que nous applaudissions Patrick Tieffin, merci à vous. Et puis,
Nous allons donc entamer notre table ronde avec 2 témoignages et un responsable de la CGPME